On est parti, Nathalie? Allez, on est reparti. Alors, pour cette deuxième table ronde, on va parler énergie renouvelable. Donc, vous savez tous que pour limiter le changement climatique, le GIEC a montré l'importance de la décarbonation des énergies. La sobriété énergétique, c'est aussi une première solution. Moins on consomme d'énergie, évidemment, moins on a de soucis de fait, on décarbone. Et puis en parallèle, il convient de développer massivement les énergies renouvelables, que ce soit par le soleil, le vent, la géothermie, l'hydroélectricité. Et donc, je pense que vous êtes tous au courant que pour accélérer l'implantation des nouvelles infrastructures d'énergie renouvelable, une loi a été votée au Parlement en mars 2023 pour accompagner les collectivités dans cette démarche. Ça a été évoqué ce matin dans la présentation de l'IGN. Un portail cartographique, portail ENR, a été développé en collaboration IGN-CEREMA. Donc on aura une présentation tout à l'heure, un peu plus de détails là-dessus. Il y avait une échéance de remontée de cartographie des zones potentielles. Alors il va falloir apprendre ce mot, cet acronyme ZAER, zone d'accélération des énergies renouvelables. Donc ces zones potentielles d'implantation sur les communes étaient fixées au 31 décembre 2023. L'échéance était vraiment très courte, donc on en saura aussi un petit peu plus sur l'avancement. Peut-être vous avez des données nous seront communiquées à l'occasion de cette table ronde. Voilà, donc en fait, pour discuter un petit peu de tout ça, j'ai avec moi Soazic Sezi, qui est responsable de l'unité de transition écologique du service connaissance et accompagnement des transitions à la DDT du Rhône. Je ne me suis pas trompée. Sébastien Hérault, qui est responsable de service transition énergétique à la communauté de communes Cœur de Savoie. David Léchérochap, je ne me suis pas trompée sur le prononciation, administrateur général des données à la métropole de Lyon. Et Véronique Pereira, responsable de service des projets et prestations à la direction des programmes et de l'appui aux politiques publiques de l'IGN. Voilà. On a une petite heure ensemble avant d'aller manger. Et donc, je vais prendre un petit peu la même formule que pour la première table ronde. On va commencer par une présentation finalement des projets que vous menez, des responsabilités que vous avez engagées. Et donc, je vais commencer par Soazic. Donc, en juin 2023, les services d'aménagement et d'urbanisme des communes ont reçu un courrier des services de l'État qui leur demandait, comme je le disais tout à l'heure, de produire pour le 31 décembre une cartographie des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable, ces fameuses ZAER, sur leur territoire. Et pour tout dire, ça peut créer un petit vent de panique parce qu'en fait, dans les territoires, on s'est dit, mais comment faire en 6 mois? Comment y arriver? Et donc, est-ce que, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines de cette loi et le pourquoi du comment de cette loi? Ok. Bonjour à tous. Donc, cette loi, elle a 3 objectifs. La décarbonation de notre énergie, puisque l'énergie qu'on consomme, elle est aux 2/3 d'origine fossile actuellement. Autre objectif de cette loi, c'est de garantir la sécurisation de l'approvisionnement et également de rattraper notre retard en matière de production d'énergie renouvelable, puisqu'à l'échelle européenne, la France est le seul pays qui ne tient pas ses objectifs de développement ENR. Donc, cette loi se structure autour de différents axes, notamment un qui
cherche à replacer, enfin à donner aux élus leur place sur les décisions qui concernent leur territoire. D'où cette mise en place des zones d'accélération ENR. Alors, plus dans le détail, l'État incite les communes à définir des zones d'accélération ENR sur leur territoire. Donc, les zones sont à définir filière ENR par filière ENR, donc solaire photovoltaïque, solaire thermique, méthanisation, éolien, etc. Et puis ensuite, on détaille, puisque par exemple, le solaire photovoltaïque, ça peut être au sol, en ombrière ou sur toiture. Donc, les détails sont donnés ensuite. L'objectif, bien sûr, de cet exercice de définition des zones d'accélération, c'est d'atteindre les objectifs de développement définis à l'échelle régionale. Une zone d'accélération, c'est l'opportunité pour la commune de prendre un peu d'avance par rapport aux démarches des développeurs de projets qui peuvent venir frapper à la porte de la mairie. La commune, en ayant fait cet exercice de zone d'accélération, aura en amont réfléchi où préférentiellement elle souhaite voir se développer telle ou telle filière ENR sur cette partie-là du territoire plutôt que sur une autre. Les zones d'accélération, elles sont à définir également via un exercice de concertation du public. Donc avant d'arrêter les zones d'accélération, la commune organise une concertation de ses habitants, présente les zones d'accélération à ses habitants. L'objectif, c'est d'essayer qu'il y ait une meilleure acceptabilité des riverains quand un projet arrivera dans cette zone d'accélération. Les porteurs de projets qui s'implanteront dans ces zones d'accélération bénéficieront de bonus tarifaires quand leurs projets répondront à des appels d'offres nationaux. Et puis pour les projets ENR qui font l'objet d'autorisation environnementale, il y aura une accélération de la procédure administrative. 3 petites précisions aussi sur ce que ne sont pas les zones d'accélération. Ce ne sont pas des zones imposées, c'est vraiment la commune qui choisit de définir ces zones. L'État ne les impose pas. Les zones ne signifient pas que tous les projets seront autorisés. Un projet qui s'installe dans une zone d'accélération restera soumis à toutes les autorisations administratives classiques. Et enfin, des projets ENR pourront venir s'implanter en dehors de ces zones. Donc, ces zones d'accélération ne sont pas exclusives. Voilà pour la présentation synthétique de ce que c'est qu'une zone d'accélération. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais en introduction, cette échéance du 31 décembre, quand le courrier est arrivé en juin dans les communes, ça a un peu créé un vent de panique quand même, parce que 6 mois, quand vous parlez de concertation avec le public et de réfléchir en amont des zones à définir, aussi bien pour les élus que pour les agents, il y avait quand même une forte inquiétude. Et puis surtout, comment faire en fait ? Et c'est là que je vais passer la parole en fait à Véronique, puisque l'IGN et le CEREMA ont été mandatés du coup par l'État en fait, par le gouvernement, pour pouvoir accompagner en fait au plan technique et donner en fait des outils, fournir des outils au territoire sur le comment faire en fait, comment arriver à définir ces zones. Et donc, comme on a un public de géomaticiens et, comme je le disais tout à l'heure, de data scientists, on fait appel à de l'analyse spatiale, en fait. C'est ça la clé, finalement, de la chose,
mais je vais vous laisser développer tout ça, ce défi qui vous a été demandé en fait depuis mars 2023, parce que je pense que c'est un vrai défi. Oui, ça a été un vrai défi quand la ministre Agnès Pannier-Runacher a confié à l'IGN et au CEREMA un mandat conjoint pour mettre en place un portail thématique cartographique qui devait aider les collectivités à mieux définir les zones d'accélération d'énergie renouvelable. Donc c'était en mars, c'était le 10 mars, et on avait 2 mois pour mettre en place le premier portail ouvert à tous, que ce soit les acteurs des énergies renouvelables, les collectivités, mais également le grand public, sur des informations concernant l'existant et le potentiel en termes d'énergie renouvelable. En tout, c'est une 50aine de couches thématiques que l'on va retrouver. Alors, on a des informations sur l'éolien, sur le photovoltaïque, la méthanisation, les réseaux de chaleur, mais aussi sur les enjeux biodiversité qu'il faut préserver tout en développant les énergies renouvelables. Dans ce mandat, le CEREMA a une mission plus dédiée aux données métiers, donc à la concaténation des données existantes, à la création de nouvelles données et à l'apport d'une expertise métier sur les énergies renouvelables. Côté IGN, on est plus sur la mise en place du portail, des fonctionnalités nécessaires pour que chacun puisse répondre à cette loi. Donc une équipe s'est constituée, on a travaillé d'arrache-pied et on a travaillé avec les utilisateurs. À la fois via des ateliers, à la fois sur l'UX/UI et puis sur la standardisation. On a été au contact des élus au Salon des maires pendant 3 jours. On a organisé pas mal de webinaires. C'était essentiel en fait pour bien comprendre aussi, parce que la loi, elle venait juste de sortir. Et il fallait à la fois la traduire, la comprendre pour qu'on puisse implémenter au mieux dans le portail les fonctionnalités nécessaires. Alors sur les utilisateurs dans la région, je voulais remercier particulièrement la RGD qui nous a aidés à mettre en place un atelier, et puis Monsieur Hérault qui a travaillé d'arrache-pied sur les ateliers aussi pour bien nous aider. Une dernière chose, il y a eu 2 portails finalement. Il y a eu un premier portail qui est sorti 2 mois, enfin au mois de mai, le 10 mai, et puis un nouveau portail qui est sorti le 11 décembre avec un véritable enrichissement. Alors déjà, les données, on en a des nouvelles à peu près toutes les 2 semaines. Ça se construit au fur et à mesure, mais surtout en termes de fonctionnalité, puisque ce nouveau portail permet aux collectivités, notamment aux communes, de créer leur propre zonage, donc que ce soit la géométrie, mais aussi les caractéristiques de ces zonages, de les partager avec les acteurs pour demander des avis, que ce soit les EPCI, les services déconcentrés. Et puis ensuite, une fois que ces données semblent correctes, de les soumettre au référent préfectoral unique qui, lui, va arrêter la cartographie. Oui, on pourra en reparler en deuxième partie de table ronde. Merci beaucoup, Véronique. Du coup, je passe la parole à Sébastien parce que justement, vous l'avez cité dans votre propos. Et puis en fait, la communauté de communes Cœur de Savoie, elle était en avance, elle avait un déclic d'avance puisque vous aviez déjà commencé à travailler sur ce sujet avant même que la loi sorte. Oui, exactement, effectivement. Donc, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui. Moi, je représente effectivement la communauté de communes Cœur de Savoie, une communauté de communes plutôt rurale, 37 000 habitants, 41 communes, qui s'est créée en 2014 par la fusion, comme souvent, de 4 intercommunalités. Et le véritable projet politique commun qui a fédéré des élus sur ce sujet-là, c'est la transition énergétique, en tout cas sur le territoire. Et ce qui fait qu'assez rapidement, on s'est lancé dans des démarches structurantes de transition énergétique à l'échelle de Cœur de Savoie. D'abord dans un plan climat qui a été approuvé en 2020 et qui fait l'objet d'une révision, 3 ans après, comme le prévoit la loi. Et puis aussi d'un dispositif de labellisation qu'on a trouvé particulièrement intéressant, qui s'appelait auparavant Citergie et qui maintenant s'appelle Territoire engagé pour la transition écologique, qui regroupe un certain nombre de territoires autour d'un référentiel commun pour s'engager dans une démarche d'amélioration continue autour de la transition écologique. Et quand on s'est engagé dans cette démarche de labellisation, par ce référentiel,
on a pu s'évaluer et on a pu voir les marges de progrès que l'on avait. Et dans les marges de progrès qu'on avait, on en avait très clairement 2. Et une d'entre elles, c'était la question des énergies renouvelables. On connaissait nos potentiels, on connaissait les enjeux, filière par filière. On avait un plan climat qui nous donnait une trajectoire générale, mais on avait besoin de localiser précisément ces potentiels, ce qui d'ailleurs a été un petit peu l'image de ce qu'a repris la loi. Et donc on a travaillé pendant toute l'année 2022 avec un bureau d'études, plusieurs bureaux d'études spécialisés, pour, avec nos élus, sur des données cartographiques descendantes, mais aussi avec des données ascendantes issues de la connaissance de nos élus de terrain, pouvoir établir des cartes, comme vous avez à l'écran, des cartes qui nous montraient des potentiels de réseaux de chaleur, des cartes qui nous montraient des potentiels solaires en toiture, des cartes qui nous montraient des potentiels hydroélectriques, des cartes qui nous montraient des potentiels géothermiques. Et tout ça, ça s'est traduit fin de l'année 2022 avec la remise aux communes de cartes de potentiel, à chacune d'entre elles, chiffrées, permettant de vérifier l'atteinte des objectifs de transition écologique et donc d'atteindre des quantités d'énergie renouvelables injectées sur le réseau. Et donc c'est vrai que ces cartes nous ont beaucoup aidés. Et puis il se trouve qu'effectivement le 10 mars 2023, cette loi est sortie. Et donc finalement, assez logiquement, cette définition de carte a été facilitée par l'approbation de ces schémas directeurs qui peuvent paraître parfois un peu théoriques, mais qu'on avait voulu par nos élus locaux qui sont souvent très ancrés sur le terrain, très, très pratiques au travers de cartes détaillées présentant les potentiels. Maintenant, reste la volonté politique, le choix des élus de développer telle et telle filière, tout en connaissant aussi l'enjeu énergétique que ça peut représenter sur leur commune. Merci beaucoup Sébastien. Du coup, je vais passer la parole à David. Donc, à la métropole de Lyon, vous non plus, vous n'avez pas attendu la loi pour travailler sur les questions énergétiques. Donc, on a 2 retours d'expérience de territoire innovants, on va dire aussi, sur la démarche. Votre approche, elle est complémentaire à la fois sur le développement des ENR, mais aussi sur la sobriété énergétique, puisque vous avez aussi développé des outils à destination des administrés. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire tout ça ? Et ça marche mieux en allumant le micro. Merci pour votre invitation à participer à cette table ronde. En effet, la question de la transition énergétique a été prise à bras-le-corps dès la création de la métropole de Lyon, qui est une collectivité relativement nouvelle, parce qu'elle a été créée en 2015, la fusion de ce qu'était le département et la communauté urbaine du Grand Lyon. Moi, ce que je voulais vous raconter, c'est un peu l'histoire croisée des politiques énergétiques et données de la métropole de Lyon, en revenant un peu en arrière et justement à la genèse de ce qu'était le schéma directeur, de ce qui est le schéma directeur des énergies. Donc, comme côté Savoie, on a fait un schéma directeur des énergies en 2015. À l'époque, on a créé une mission énergie au sein de la métropole de Lyon qui était en charge de piloter ce schéma directeur des énergies, qui est un outil de diagnostic du territoire, de scénarisation des possibles et de planification. C'était un gros travail partenarial. L'idée, c'est d'avoir des objectifs qui soient réalistes et qui soient aussi ambitieux. C'est quelque chose qui a amené à un vote. En 2019, le schéma directeur des énergies a été voté à l'unanimité par le Conseil métropolitain. Et une des forces de ce travail, c'est qu'il s'est appuyé sur les données. Dès 2015, on est allé chercher des données pour construire une vision la plus précise possible du territoire, afin de pouvoir mieux connaître ce qui se passe sur le territoire et mieux planifier des actions derrière de transition énergétique. Alors on est allé chercher concrètement des données à la maille IRIS, donc des quartiers d'à peu près 2000 habitants. À l'époque, ces données, elles n'étaient pas encore en open data. On est en 2015, elles ne sont pas encore en open data. Et ces données, on va les chercher auprès d'Enedis, de GRDF, de nos opérateurs de réseaux de chaleur. C'est des données de consommation réelle à la maille de ces quartiers. Ce que nous permettent de faire ces données, c'est de passer d'un travail de pure modélisation à un travail de modélisation recalé sur la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on est aussi allé chercher des données socio-économiques à l'INSEE, etc., des modèles de consommation qui nous donnent une idée de ce qui se passe sur le territoire et qu'on a recalé en fonction des données réelles pour avoir quelque chose qui soit le plus proche de la réalité possible. Et ça donne une vraie légitimité aux données et au travail de diagnostic pour engager d'ailleurs un travail partenarial avec l'ensemble des partenaires. Alors,
à l'époque, moi, je ne travaillais pas encore à la métropole de Lyon, j'étais dans un réseau de collectivités et je travaillais en parallèle justement sur la mise en open data de ces données. C'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte, article 179, qui dit en gros les données de consommation agrégées, elles sont rendues publiques à l'ensemble des collectivités. Et je pense que ce travail-là, en fait, s'est appuyé sur ce qu'a fait le Grand Lyon, parce que le Grand Lyon était déjà en train de travailler un peu en sous-marin avec les opérateurs de réseaux de distribution d'énergie pour rendre ces données complètement accessibles. Aujourd'hui, sur tout le territoire français, vous pouvez accéder à ces données à la MyIRIS et à des données même plus fines, dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Alors, juste un exemple de ce qu'a pu donner ce travail sur des données à la MyIRIS. Ce que vous voyez en haut à droite, plus ou moins bien, vous voyez une carte d'une partie du territoire de la métropole de Lyon avec des zones en rouge. Et en fait, tout au centre, vous voyez peut-être, il y a des petits points rouges qui nous disent quoi ? Qui nous disent qu'il y a des consommations de fuel à proximité de réseaux, de gaz et de chaleur. Ce qu'on a découvert avec ces données assez fines, c'est qu'en plein cœur de Lyon, près du parc de la Tête d'Or, si vous connaissez, là où passe le réseau de gaz, là où passe le réseau de chaleur, on a encore des copros qui se chauffent au fuel. Alors que pourtant le raccordement ne semble pas bien compliqué. Donc c'est un exemple de ce qu'on a pu comprendre sur ce qui se passe vraiment sur notre territoire. Donc derrière évidemment avec les questions de comment on va chercher ces copros pour les raccorder au réseau de chaleur qui est le vecteur principal d'un développement des énergies renouvelables sur notre territoire. Il y a évidemment une question de développement du solaire, de méthanisation, de géothermie. Le réseau de chaleur, c'est le vecteur principal du développement des énergies renouvelables. Donc voilà un exemple de ce qu'on a réussi à faire avec ce travail qui s'appuie sur des données qui à l'époque étaient des données assez inédites et qui aujourd'hui sont maintenant accessibles partout sur le territoire français. Et ce schéma directeur, sur la base de cet exercice de planification, a servi de tremplin à des actions opérationnelles pour mettre en œuvre l'ensemble de notre stratégie énergétique. Mais ça, je vous en parle peut-être après, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors justement, on va passer à la deuxième partie de cette table ronde. Et alors, il y a quelque chose qui est revenu dans plusieurs de vos interventions, c'est la question de la concertation. Et aussi bien dans la loi, finalement, enfin dans la mise en œuvre des ZAER, il est prévu des temps de concertation avec la population, puisque vous avez évoqué l'idée que la concertation amène aussi, facilite l'acceptabilité, en fait, de ces nouvelles implantations. Et donc, en fait, aussi bien, ce que j'ai compris quand on a préparé la table ronde, c'est qu'aussi bien au niveau de vos deux territoires pionniers, on va dire, qui avaient pris les choses à bras-le-corps avant la loi, la communauté de communes Cœur de Savoie, comme la métropole de Lyon, vous avez engagé des démarches participatives pour essayer aussi de rendre les citoyens acteurs, finalement, de la démarche. Et donc, je voulais savoir un petit peu déjà comment c'est envisagé et puis peut-être comment la loi prévoit. Est-ce qu'il y a une ouverture voilà. Mais je vais faire comme pour la première table ronde, c'est-à-dire que je vais vous laisser prendre la parole comme vous le souhaitez, celui qui veut réagir ou celle qui veut réagir en premier sur ces histoires de démarche citoyenne. Moi, je veux bien prendre la parole au travers de deux exemples. Déjà, la question de l'information. On est mitoyen avec la Suisse et ça fait 10 ans qu'on en rêve parce qu'on le voit en Suisse. Le fait que chaque acteur citoyen puisse connaître à l'endroit où il habite précisément le potentiel qu'il a en termes d'énergie renouvelable, c'est-à-dire le potentiel solaire, le potentiel géothermique, s'il y a un réseau de chaleur qui passe à proximité, etc., etc. Ça existe depuis de très nombreuses années en Suisse et en France, on n'avait pas ça. Donc on en a rêvé, l'IGN de CEREMA est en train d'y travailler et c'est vraiment très important parce que quand on connaît, on peut agir en fait. Donc c'est vraiment un premier levier qu'ont les citoyens. Nous, à l'image de ce qu'a fait le Grand Lyon, on a aussi développé un cadastre solaire qui permet à tout citoyen, en quelques clics, de connaître son potentiel qu'il a en toiture, combien ça va lui coûter en termes d'investissement, combien ça va lui rapporter en termes de fonctionnement. Et s'il y a un potentiel d'autoconsommation, il peut même rentrer ses courbes de charge du compteur communicant s'il le souhaite, et puis le mettre en lien avec des entreprises locales en capacité de répondre à ce besoin-là. Ça, l'année dernière, en 2023, sur ce cadastre solaire, sur les 37 000 habitants de Cœur de Savoie, il y en a 2000 qui se sont connectés sur ce cadastre solaire. Donc ça montre le besoin qu'ont les habitants de connaître. Vous avez tous, comme vous et moi, été sollicités par des vendeurs de savonnettes et de photovoltaïques. Il y a un moment où il faut être en capacité d'avoir des connaissances, des données, pour être capable de dire si oui, l'offre qui m'est proposée est véritablement intéressante, ça peut être le cas,
si je peux solliciter d'autres entreprises et avoir un avis critique là-dessus. Les Français sont globalement majoritairement favorables aux énergies renouvelables, encore faut-il qu'ils aient la connaissance de leur potentiel et la connaissance du meilleur moyen de le mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, territoires, je vais le dire avec mes mots sur Cœur de Savoie, plutôt territoire rural, on s'était battu pour pouvoir le faire sur le solaire photovoltaïque et le solaire thermique, parce qu'il se trouve qu'on a une histoire avec le solaire très forte. On n'a pas pu le faire sur la géothermie, concrètement. On n'a pas pu le faire sur d'autres filières. Et donc, clairement, cette capacité de développer un portail unique où tout usager peut connaître le potentiel qu'il a en matière d'énergie renouvelable, c'est juste essentiel. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la concertation, quand on veut développer les énergies renouvelables, elle dépend forcément des projets d'énergie renouvelable. Je vais prendre 2 exemples caricaturaux. Quand on veut développer du solaire photovoltaïque en toiture, globalement, même si ça existe, même en Cœur de Savoie, il y a peu d'opposition par rapport au développement de tels projets. Même les services du patrimoine, de protection du patrimoine, avec lesquels on arrive à discuter, qui par essence sont très sensibles à la question du patrimoine, et c'est bien normal, on arrive à trouver des solutions pour créer des installations économiquement qui tiennent la route, et techniquement bien sûr. Le deuxième exemple, c'est la question, par exemple, de la méthanisation. Je vais aller cet après-midi sur une commune de Cœur de Savoie qui s'appelle Porte de Savoie, qui avait un projet de méthanisation. Ce projet, aujourd'hui, il est en recours au Conseil d'État. Il y a eu des séances de concertation, j'ai même participé. L'ADEME est venue avec toute la bonne volonté qu'elle avait pour prêcher, lutter contre les préjugés aussi, parce qu'on en a tous. Un méthaniseur, ça va exploser, ça va sentir mauvais, ça va faire des camions, etc. Et donc, il y a un moment, il faut aussi amener de la formation, être à l'écoute aussi des attentes des personnes, trouver des solutions. Au passage, la loi APER du 10 mars 2023 permet de développer l'autoconsommation de gaz. C'est aussi un levier robuste pour permettre l'acceptation. Enfin, les riverains ne voient pas que les inconvénients. Ils voient aussi un intérêt de pouvoir bénéficier du gaz. Et donc, tous ces enjeux de concertation, ils sont bien sûr très différents en fonction des projets. Il y a des projets qui sont très faciles d'acceptation, comme je le disais, le photovoltaïque en toiture, globalement, c'est très facile. Il y a des projets qui sont très compliqués d'acceptation. Planter un mât d'éolien en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est très compliqué. Un méthaniseur, c'est très compliqué. Pour autant, il y a quand même un certain nombre d'élus qui se mobilisent sur ces sujets-là et qui sont en train d'organiser la concertation avec la population pour définir le potentiel, c'est bien, le localiser, c'est encore mieux, mais pouvoir, avec les habitants, travailler ça, avoir connaissance de ce qu'il faut développer et de quelle quantité d'énergie, le solaire en toiture, il ne suffira pas à lui seul pour atteindre nos objectifs. Il faut regarder tous les potentiels mobilisables et concerter la population. Et c'est là où la loi APER introduit quelque chose d'essentiel, le rôle des communes. Les élus sont, entre guillemets, comme le dit Gérard Larcher, à portée d'engueulade. L'avantage, c'est qu'ils sont en proximité. Et donc, il y a cette connexion directe essentielle quand on veut mener à bien une concertation efficace qui prenne en compte véritablement la vie de la population pour le développement des projets. Merci. David, peut-être ? Alors pour compléter en effet sur la question de l'implication des citoyens et des acteurs du territoire, alors je ne sais pas si on peut revenir, Marie, sur le slide précédent, juste pour avoir les illustrations, sur comment on utilise la donnée pour apporter de l'information via des outils, notamment aux citoyens. Donc là, j'ai cité quatre exemples. Le premier, j'y reviens pas, c'est le cadastre solaire qui fait exactement ce que Sébastien vient de présenter. On l'a construit au sein de la métropole de Lyon sur la base d'un modèle 3D des toitures, avec un calcul d'irradiation, etc., et qui permet de faire exactement ce que permet de faire le cadastre solaire côté Cœur de Savoie. On a un deuxième exemple qui est les données autour du classement des réseaux de chaleur. Alors les réseaux de chaleur, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est la production centralisée de chaleur qui est distribuée après au sein de l'agglomération. Je le disais, c'est le principal vecteur d'énergie renouvelable. La moitié de l'énergie qu'on consomme sur le territoire, et c'est vrai à peu près partout, c'est pour produire de la chaleur, de l'eau chaude, du chauffage, de la chaleur dans les process industriels. Et clairement, notre politique de déploiement des énergies renouvelables, elle s'appuie essentiellement sur les réseaux de chaleur qui représentent la moitié de l'effort en termes d'énergie renouvelable. Le classement d'un réseau de chaleur, c'est le fait de rendre obligatoire le raccordement au réseau de chaleur. Si vous construisez un bâtiment, si vous rénovez fortement un bâtiment, si vous changez une chaudière. Et donc là, vous avez de la donnée qui est publiée sur notre plateforme Open Data, évidemment, pour permettre à tout un chacun de savoir s'il est concerné ou pas par ce classement, ou à un gestionnaire de patrimoine, par exemple, pour savoir si ces 15 bâtiments ils sont ou pas concernés par le classement du réseau de chaleur et l'intégrer dans sa stratégie immobilière. Un autre exemple, c'est le cadastre énergie, qui vous permet de connaître la consommation d'énergie et
d'avoir un indicateur de l'intensité énergétique de votre bâtiment. Ça, c'est toujours dans la lignée de la loi de transition énergétique et croissance verte qui rend public les données de consommation à la maille IRIS, mais aussi à la maille des bâtiments, à la maille adresse pour être plus précis. Et donc en fait, si vous habitez dans une copropriété, il y a de fortes chances que la consommation d'énergie, d'électricité, de gaz, de chaleur de votre copropriété soit en fait publique. C'est pas encore très bien connu, mais on peut faire ce type d'outil qui vous permet, alors vous comprenez, je pense assez rapidement, que là où c'est rouge et là où ça consomme un peu plus, c'est un croisement de données entre différentes énergies qui ne sont pas forcément toutes géolocalisées, donc première difficulté, et des données de surface pour un ratio en kilowattheure au mètre carré pour savoir si vous consommez beaucoup par rapport à la surface de votre bâtiment. Donc ça, c'est une donnée qui va permettre, par exemple, de cibler des actions de rénovation, de sobriété énergétique, parce que la question de la transition énergétique ne se limite pas aux énergies renouvelables. Et puis, un autre marqueur de la politique data de la métropole de Lyon, sur l'accompagnement des citoyens. Comment on implique les citoyens dans la question énergétique en leur apportant un service qui soit le plus personnalisé possible. Donc là, on n'est pas sur la question des énergies renouvelables, on est sur la question de la consommation de l'énergie dans votre foyer. C'est un service qui s'appelle ecolio.com, vous pouvez le tester, il est gratuit, il est accessible à tous. Et petit scoop, il ne fonctionne pas que sur la métropole de Lyon, mais sur tout le territoire français. On a des Brestois, des Parisiens et des Bordelais qui utilisent ce service. Il vous permet gratuitement d'accéder à l'ensemble de vos consommations, énergie et eau, qui rentrent dans votre logement. C'est gratuit, ça vous permet d'avoir un service qui soit personnalisé, qui va vous donner des conseils en fonction de votre consommation, qui va évidemment vous permettre de suivre votre consommation et de voir l'impact de vos actions sur vos consommations. Donc on sort de l'accompagnement généraliste sur il faut baisser le chauffage, il faut isoler, etc. Et on va vers un accompagnement qui est un peu plus personnalisé puisqu'il s'appuie sur vos données personnelles. La particularité d'Ecolio, parce qu'évidemment derrière vous pensez bien, il y a la courbe de charge, il y a de la donnée personnelle, de la donnée sensible. Qui a fait pas mal de bruit il y a quelques temps, on en parle un peu moins maintenant, mais il y a une question de comment on gère la donnée personnelle pour un outil comme celui-là. Et là, c'est un marqueur fort de la politique donnée de la métropole de Lyon. On met à disposition des citoyens un espace personnel sécurisé dans lequel il peut automatiquement récupérer toutes ses données personnelles. Sa courbe de charge électrique, ses consos de gaz, ses consos d'eau, son compte en banque, ses données de la Sécu, ses données des impôts, sa facture de chez Auchan, sa facture de chez Free, etc. Tout revient dans son espace personnel, il n'y a que lui qui a accès. Moi, je n'ai pas accès, la métropole n'y a pas accès, nos prestataires n'y ont pas accès. Et ça crée un lieu unique dans lequel vous avez toutes vos données personnelles et du coup un lieu avec un potentiel de création de valeur, de services assez important et qui permet notamment de créer Ecolio. Ecolio, c'est un outil qui fonctionne sans que vous ayez besoin de partager vos données avec qui que ce soit. C'est ce qu'on fait tous les jours dans les outils qu'on utilise. On partage ces données sans trop le savoir, sans trop savoir à quoi vont servir les données. Dans Ecolio, au moins les données, vous savez qu'elles ne sont pas utilisées pour autre chose que pour suivre vos consommations. Et donc ça, c'est un outil qui est une déclinaison directe de notre stratégie énergétique. Dans nos objectifs de baisse de consommation sur le territoire, il y a clairement un objectif de changement de comportement des usagers comme des entreprises. Pour contribuer à l'effort de sobriété énergétique. Et c'est un moyen d'impliquer plus largement les citoyens dans la question énergétique et de leur parler d'autre chose que de leur consommation, évidemment. Aujourd'hui, on a 4000 usagers qui utilisent Ecolio, on a lancé le service il y a un an, et ça permet de les embarquer plus largement sur les questions de transition énergétique et les amener notamment à réfléchir aux questions d'énergie renouvelable sur le territoire. Merci. Alors du coup, je vais peut-être passer la parole à Swazik. Parce que justement, là, on a 2 témoignages d'initiatives de territoire. Vous avez évoqué la concertation tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des méthodes conseillées ou est-ce que la méthode est laissée au libre choix des territoires de manière générale ? Non, la méthode est laissée au libre choix de la commune, puisque en fait, l'exercice de concertation, il peut être mené par toutes les communes qui se lancent dans cet exercice de définition des zones, donc des toutes petites communes aux très grandes communes, donc elles n'ont pas toutes les mêmes capacités à faire. Par ailleurs, tous les EPCI n'accompagnent pas leurs communes de la même façon, donc toutes les communes n'ont pas les mêmes outils pour mener à bien cette concertation. Donc la loi ne précise pas la forme que doit prendre cette concertation. Ça peut aller d'une communication via le site internet de la commune, donc peut-être quelque chose d'un petit peu limité, jusqu'à des réunions publiques où il y a vraiment des échanges qui sont organisés.
En tout cas, nous, ce qu'on préconise, surtout pour les petites communes qui sont peut-être pas très outillées et pas toujours très épaulées par l'EPCI, puisque l'EPCI lui-même, d'un EPCI à l'autre, ils n'ont pas tous les mêmes moyens, c'est de se servir de du portail national comme d'une ressource, puisque ce portail donc permet la superposition de différentes couches qui montrent les enjeux environnementaux, architecturaux par exemple, l'accès au réseau, etc. Donc la commune dessine les zones d'accélération qu'elle souhaite soumettre à la concertation, et en fait il est ensuite possible de générer des PDF ou d'imprimer les cartes ainsi produites qui servent de matériaux pour cette concertation, puisque toutes les communes n'ont pas de SIG en fait. Donc ce portail, c'est un outil aussi pour la concertation. Merci. Alors vous m'offrez la transition toute faite vers Véronique, parce que ma question, c'est on a le portail des ENR, on a aussi quand même, et encore une fois, on a un public de géomaticiens et de gestionnaires de données dans la salle. Les territoires, ils ont aussi leur propre jeu de données. Ils ont, on l'a vu justement, puisqu'on a deux retours d'expérience là, ils n'ont pas forcément attendu la loi pour travailler, même si ça ne s'est pas fait exactement dans les objectifs décrits dans la loi. En tout cas, il y a déjà des travaux qui sont réalisés, donc il y a déjà des données qui sont produites. Comment on peut articuler le portail des ENR et ces données SIG qui sont disponibles déjà dans les SIG des territoires, des EPCI en fait, souvent des EPCI, parce que quand on a des communautés enfin les EPCI hébergent à la fois, ont des communes membres qui peuvent être plus ou moins importantes, donc en général le bon échelon du SIG c'est l'EPCI. Du coup, comment ça s'articule ? Et ma question corollaire, c'est est-ce qu'il y a des écueils, peut-être des conseils à prodiguer à notre Assemblée pour bien articuler tout ça ? Oui, alors ça a été une de nos préoccupations, hein, c'est de se dire qu'effectivement dans les communes, on avait des profils très différents, avec des communes qui étaient équipées de SIG, d'autres pas, et puis des EPCI pareil, de plus ou moins grande taille et plus ou moins équipés. Donc dans le portail, déjà si on souhaite travailler dans le portail, il y a la possibilité d'importer des données, les données personnelles qu'on a, que ce soit le cadastre solaire, que ce soit ces zones qu'on a travaillées dans son SIG. Ça, c'est une première possibilité. Mais si on a un SIG et qu'on est plutôt aguerri sur son SIG et qu'on souhaite continuer à travailler en local, il y a la possibilité d'exporter. Donc, en fait, les jeux de données disponibles sur le portail sont disponibles soit en flux, soit en téléchargement. Et donc, on peut récupérer l'ensemble de ces données pour travailler dans son propre contexte géographique sans souci. Alors, il y a quand même un petit écueil sur lequel je peux peut-être donner un conseil. C'est qu'à terme, l'idée, c'est quand même de concaténer l'ensemble des zones pour en produire une base de données qui soit visible, partageable par tous. Et donc, il faudra à un moment importer les données dans le portail. Et donc, on a défini ensemble avec des utilisateurs un standard, un gabarit à respecter pour qu'on puisse ensemble faire une base de données homogène. Et donc, c'est de travailler sur ce gabarit dès le début pour ne pas se retrouver dans une impasse et de devoir transformer ensuite les données. Voilà, ce serait le petit conseil que j'ai à donner. Alors, c'est parfait, ça m'offre encore la transition vers la suite, puisque la question qui suit, c'est une fois qu'on a remonté les cartographies vers la préfecture, puisque c'est ça en fait qui est prévu, hein, c'est que chaque commune remonte vers la préfecture ses zonages. Comment ça va se passer à la fois sur le plan organisationnel, technique, voire politique aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi finalement quel cycle ou quel cycle vertueux on met en place, puisque ce qu'on a compris aussi, c'est que finalement
c'est ce qui se passe actuellement, et la loi, elle engage une démarche qui a vocation à se reproduire régulièrement avec des mises à jour de données, etc. Donc, le processus, finalement, comment il va être pérennisé, qu'est-ce qui se passe après ce premier travail, en fait, réalisé par les territoires? Alors, les zones d'accélération sont remontées via ce portail par les communes. Les EPCI doivent organiser un débat sur la cohérence des zones d'accélération de leur commune. Et ensuite, les services de l'État, à l'échelle départementale, devront élaborer une cartographie départementale qui sera présentée dans le cadre d'une conférence territoriale à l'ensemble des acteurs locaux en lien avec le développement des ENR et bien sûr les collectivités pour qu'elles aient une vision de ce qui se passe à l'échelle, de ce que le travail a donné à l'échelle départementale. Ensuite, la suffisance des cartographie départementale, la loi prévoit que cette atteinte de la suffisance ou non soit déterminée par une instance régionale, le comité régional de l'énergie, et c'est lui qui statuera sur l'atteinte ou pas de la suffisance des zones. Et effectivement, cet exercice de zone d'accélération sera à refaire tous les 5 ans à chaque nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE étant un peu le document national qui donne les grands objectifs de baisse de consommation d'énergie et de développement des ENR. Voilà, donc c'est un exercice qui va être appelé à se renouveler. Et comme on aura une nouvelle PPE théoriquement à la fin de l'année, en fait, il va falloir refaire cet exercice en 2025. D'accord. Donc, en fait, par contre, si on revient à la question des données, comment ces données vont être agrégées, comment elles vont être hébergées? Alors là, je me tourne aussi peut-être vers l'IGN, parce que est-ce que la géoplateforme va jouer un rôle? On parlait ce matin d'observatoire aussi un peu transversal de la résilience territoriale. On parlait aussi dans l'évocation des travaux en cours de l'IGN d'avoir des observatoires sur plusieurs thématiques et puis d'arriver à une forme de cohérence territoriale au niveau national. Comment ça va se passer en fait ça? Parce que on fait le travail une fois, on voit qu'il va falloir le reproduire, donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en place quelque part une routine. Et puis comment ça se met en regard des PLU? Alors là, du coup, ça sera peut-être David et Sébastien qui apporteront un regard par rapport à ce qui se passe sur le terrain, en fait. Alors, 2 questions. Il y avait cette notion de cohérence et comment partager, notamment géoplateforme ou pas. Alors la notion de cohérence, on l'a cherchée justement en produisant des couches, je dirais, nationales de données, que ce soit sur le potentiel ou l'existant. C'est ce que disait M. Hérault tout à l'heure en disant que justement c'était très intéressant d'avoir quelque chose d'homogène sur l'ensemble du territoire. Et sur les zones d'accélération, c'est la même démarche qu'on tente de mettre en œuvre avec ce gabarit, ce standard qui doit permettre de produire facilement une base de données nationale issue de la concaténation de données locales. C'est-à-dire que nous, en propre, on ne produit rien, ce sont les communes qui produisent, mais on assemble la donnée et on la partage. On la met à disposition de tous, puisque les données, dès lors que le référent préfectoral aura arrêté une cartographie, elle sera disponible pour le territoire sur le portail, en téléchargement, en flux, bref, partageable par tous. Géoplateforme. Alors oui, on est en train de basculer l'ensemble de nos informations là sur la géoplateforme. Quand on a commencé en mars, c'était un petit peu tôt. Là, c'est le moment. Donc, toutes les données sont en train d'être basculées sur la géoplateforme. Ça veut dire qu'on va aussi profiter
de ces outils, de cette plateforme de partage pour pouvoir diffuser la donnée, la partager, la croiser avec d'autres informations. Donc notamment avec les PLU par exemple. Mais cette fois, je vais laisser la parole. Ça marche plus? Si, c'était que ça n'était pas là. Voilà. Oui, par rapport à la suite, en fait, moi je pense qu'il y a véritablement deux enjeux principaux. En tout cas, des enjeux d'accès à la donnée, de bonne connaissance de la donnée. Nous, il se trouve que dans le domaine de la transition énergétique, on a aussi un certain historique, puisqu'on a en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais maintenant dans toutes les régions de France, des observatoires régionaux, climat, air, énergie, un outil en plus développé en Auvergne-Rhône-Alpes qui maintenant essaime un peu partout, qui s'appelle Terhistorique, qui est un outil cartographique de données énergétiques, donc de consommation, etc., qui est extrêmement précieux, parce que quand on pilote une activité, il faut avoir un indicateur, et donc ça, c'est vraiment des indicateurs de pilotage fiable. Donc je pense que ça, c'est vraiment un enjeu de connexion entre ces différents éléments. On a vu tout à l'heure l'enjeu d'un projet qui vient regrouper toutes ces connaissances de données. Donc ça, c'est d'un point de vue général. Après, pour les élus locaux, aujourd'hui, il y a véritablement une très forte inquiétude pour avoir accompagné un certain nombre de maires et de conseillers municipaux sur ces sujets de définition des zones. C'est que finalement, ces zones, elles auront l'avantage d'être publiques, mais elles auront aussi l'inconvénient d'être publiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développeurs, par exemple éolien ou dans d'autres domaines, qui vont complètement changer de métier. Leur métier auparavant, c'était d'identifier des potentiels et d'aller verrouiller les projets avec les communes. Là, maintenant, ils auront l'affichage direct de la volonté politique de développement des énergies renouvelables. Et donc, de fait, ils vont aller tout de suite cibler ces secteurs-là, puisqu'il y a une volonté politique a priori plutôt favorable. Et donc ça, aujourd'hui, on a beaucoup d'élus qui sont inquiets par rapport à ça. Je remercie au passage l'IGN d'avoir aussi écouté ce besoin des territoires, parce que cette attente des élus, elle est ressortie de manière très forte. Et donc, les élus, ils ont souhaité aussi, dans ce portail, par exemple, pouvoir faire apparaître les conditions de développement. C'est-à-dire que, typiquement, si une éolienne s'implante, si je donne cet exemple un peu caricatural, l'éolienne, elle peut produire de l'électricité. Cette électricité, elle va nécessairement, produire de l'électricité. Cette électricité, elle peut bénéficier aux acteurs du territoire ou pas du tout. Et clairement, ça aussi, c'est des règles du jeu que les élus peuvent fixer en disant, nous, on est favorable à cet endroit-là d'une implantation éolienne, mais voici les conditions qui font qu'on est favorable. Que, par exemple, il y ait de l'investissement citoyen, qu'il y ait de la gouvernance citoyenne, que l'électricité produite bénéficie aux acteurs du territoire par un processus d'autoconsommation. On peut imaginer plein de choses. Voilà. Et donc, pour moi, c'est la suite, c'est qu'on est en train de créer une culture du développement des énergies renouvelables porté par les élus. Ça, c'est quand même assez nouveau. Historiquement, c'était porté par le privé au travers du développement. Et donc, de pouvoir être en capacité de définir qu'est-ce qu'on veut comme projet. Nous, en Cœur de Savoie, par exemple, on a délibéré en juillet 2023 sur une charte méthanisation. On sait ce qu'on veut comme projet de méthanisation. Nos élus savent ce qu'ils veulent. Nos élus savent ce qu'ils ne veulent pas. Et on a défini qu'est-ce que c'était pour nous un projet de méthanisation souhaitable. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment la suite, définir un cadre qui permette aux élus d'être à l'aise, au-delà de secteurs géographiques, mais aussi de conditions de développement de projets d'ENR. Peut-être juste pour dire un mot sur le lien entre la métropole et les communes, parce que la métropole ne porte pas directement la création des zones d'accélération, c'est bien aux communes que cela revient. Face aux demandes des communes, la métropole a édité un certain nombre de lignes directrices pour essayer de créer un cadre de cohérence sur ce qui pourrait être fait sur le territoire, ou ce qui devrait être fait sur le territoire, donc par rapport aux zones de protection environnement, zones de protection captage d'eau potable, les enjeux de réchauffement aussi de la nappe phréatique, qui est un enjeu assez fort sur la métropole de Lyon, et puis la proximité aux habitations. Donc on a édité un certain nombre de lignes directrices pour aider les communes à définir elles-mêmes les zones d'accélération, et tout ça sera débattu du coup dans un débat en conférence des maires, donc qui réunit l'ensemble des communes sur le territoire pour s'assurer de la cohérence d'ensemble sur le territoire. Côté données, de manière plus générale, nous on a une démarche aussi d'accompagnement des communes, ce qu'on appelle l'open data des communes, pour aider les communes qui le souhaitent, c'est sur la base du volontariat, à produire et à publier en open data des données. On fonctionne par promotion. Dans 2 jours, on accueille 4 nouvelles communes qui vont rejoindre ce dispositif. Et donc, c'est quelque chose qui peut aider les communes à produire la donnée, à la diffuser. Des communes qui n'ont pas forcément toujours un outillage comme peut l'avoir la métropole de Lyon, donc il y a un partage, un accompagnement technique avec derrière, Anthony en parlait tout à l'heure, une équipe d'ingénieurs data, etc., qui sont là pour accompagner les communes, donc qui peut être un point d'appui pour les communes qui le souhaitent pour travailler sur cette question de la publication des données. Alors, peut-être une dernière question avant de passer la parole à la salle, parce que je vois que l'heure tourne.
On a parlé de la géoplateforme, donc c'est niveau national. On parle de la métropole de Lyon, donc EPCI, finalement accompagnant les communes membres, y compris les petites, dans l'ouverture des données. Et quid du niveau régional? Alors, vous avez évoqué, Swazi, qu'il y a une instance régionale en fait pour valider en fait et pour évaluer le niveau de alors le niveau d'atteinte, merci, soufflez, le niveau d'atteinte de ces zones. Quid du rôle du CREG, par exemple, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce que le CREG peut jouer un rôle particulier pour relayer en fait ces démarches-là, pour épauler à différents niveaux, pour moissonner les données peut-être donc soit un rôle technique, soit un rôle organisationnel, encore une fois. Alors oui, je pense que les plateformes régionales ont toujours un rôle très intéressant et très important pour faire le relais entre le national et les territoires, puisqu'en général, les plateformes régionales sont parfois mieux connues que les portails nationaux. Donc, comme les données là seront toutes disponibles en téléchargement en flux, faire ce relais-là peut être très intéressant, je pense. Et puis après, il y a des accompagnements, que ce soit thématiques, que ce soit, je dirais, de travaux locaux sur lesquels il y a forcément un appui intéressant à mener au niveau de la région. On parlait tout à l'heure du fait qu'en concertation, il y a des énergies qui sont plus faciles que d'autres. Et ben pour celles qui sont moins faciles, il y a certainement des dispositifs un peu différents à mettre en place, des nouvelles données à inventer, de la visualisation, par exemple en 3D. Enfin, typiquement sur l'éolien, je pense que c'est important. Ça permet aussi aux acteurs locaux de voir de se représenter, de se projeter dans ce projet-là. Et forcément, je pense que le local a un rôle très important. Ça veut dire proposer en gros des outils mutualisés d'animation. Tout à fait, par exemple, oui. Bon, vous avez un peu de travail alors, Craig. Il va falloir recruter. Est-ce qu'un de vous veut prendre la parole sur cet aspect-là, sur le rôle du Craig ? Moi, je suis bien en peine de dire le rôle du CRED. Moi, simplement, je pense qu'il y a effectivement, je réinsistais sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà un acteur régional qui porte l'observatoire, un observatoire climat et énergie. Et je pense qu'il y a vraiment une connexion intéressante à établir entre des données SIG poussées, précises, dont on a tous besoin. Et on commence à avoir des outils extrêmement pointus pour mener des politiques publiques. Et puis, ces observatoires qui commencent à avoir un recul de fonctionnement historique. Il se trouve qu'en plus que l'observatoire en région Rhône-Alpes fait partie des observatoires les plus avancés sur ces sujets-là. Donc je crois qu'une connexion entre ces deux instances régionales serait effectivement très efficace en termes d'action de transition énergétique, de sobriété, d'efficacité énergétique, mais aussi de développement des énergies renouvelables. Et alors j'ai eu le petit signe du maître du temps. Est-ce qu'on peut peut-être prendre une ou deux questions dans la salle ? J'ai une petite question. Brice Gall pour la régie de gestion des données. Vous parliez tout à l'heure de niveau de suffisance, madame, pour la DDT. Comment est-ce que vous l'évaluez? Ou si on ne parle pas de suffisance, d'insuffisance? Là, le travail qui est en train d'être fait, mais au niveau national, donc moi je n'ai pas le détail des éléments, c'est évidemment une sorte de calculette pour faire passer les hectares de zones d'accélération qui sont définis par les communes pour les traduire en puissance ENR, puisque les objectifs, ce sont soit des puissances, soit de la production. Donc il y a ce passage à faire. Voilà. Et donc ça, c'est des travaux qui sont en cours actuellement. Pas d'autres questions ? On va dire qu'il y a eu de la sobriété, de l'efficacité,
de la qualité dans le passage du micro. On n'a plus qu'à vous remercier. Un tonnerre d'applaudissements pour tous nos intervenants de la matinée.